Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire Oversea. Merci, tout d'abord, merci à vous d'être encore plus nombreux présents à ce rendez-vous mensuel. Alors, comme d'habitude, le temps que tout le monde arrive, on va se présenter rapidement. Moi, je m'appelle Héloïse Roux, je suis responsable des achats maritimes FCL chez Oversea. Donc, je m'occupe du procurement et de la relation avec les compagnies maritimes. Et bonjour à tous, je m'appelle Amélie Rouillon, je suis responsable du département rail chez Oversea. Je m'occupe du lien avec les compagnies ferroviaires et des acteurs qui opèrent sur ce mode de transport. Et pour ce qui est d'Oversea, nous sommes un commissionnaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie, le digital et les nouvelles technologies pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines de clients sur leur transport aérien, maritime, ferroviaire, et ce à travers une soixantaine de pays. On va pouvoir rentrer peut-être dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le point sur la situation du fret international. Ce mois-ci, on va faire un gros focus sur l'import Asie, bien sûr, qui est aujourd'hui le trait le plus complexe, le plus difficile à gérer pour nos clients. On va commencer par un point sur le maritime FCL. Et en deuxième partie, comme on a la chance d'avoir Amélie avec nous aujourd'hui, qui est spécialiste du ferroviaire en import Asie, on développera sur cette alternative au maritime. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle questions. Vous pouvez donc y poser dès maintenant toutes vos questions, notamment si vous avez des questions par exemple sur l'aérien ou sur les autres trades. On a la chance d'avoir Louis et Vianney qui vont vous répondre dans le chat. Et on prendra nous de toute façon un bon quart d'heure pour y répondre à la fin du webinaire comme d'habitude. Alors, commençons par la situation en maritime. On va d'abord parler, rappeler, on va dire la situation actuelle, même si je pense que vous la connaissez. Puis ensuite, on va parler des perspectives sur les semaines à venir et sur les mois à venir, essayons. Et enfin, on va, comme d'habitude, formuler quelques recommandations opérationnelles et contractuelles. Donc, sur l'import Asie, vous le savez, la situation actuelle, elle aussi, on va dire, entre tension et très forte tension depuis à peu près 6 mois. Très rapidement, cette situation, elle a commencé avec les attaques des navires marchands dans la zone de la mer Rouge, qui a conduit les compagnies maritimes à emprunter la route via le sud de l'Afrique, donc via le cap de Bonne-Espérance. Et donc, aujourd'hui, on estime qu'il manque environ 15% de capacité sur le marché, pour la faire très courte. Donc ça, c'est le premier facteur, un facteur capacité. Le deuxième facteur, c'est une reprise économique assez inattendue, on va dire, avec notamment des prévisions de croissance légèrement réévaluées à la hausse au mois de mai pour les pays de la zone euro, une inflation en légère baisse. Alors attention, on n'est pas sur une croissance non plus à 2 chiffres, mais en tout cas, la reprise économique, elle a été un petit peu plus forte que ce qui était prévu pour 2024 à l'origine, qui était une année 2024 très très morose. Et ça, et ce que les compagnies nous rapportent également, c'est que dans leurs navires, elles voient très nettement un effet euro, un effet JO sur la consommation des ménages, avec notamment de grandes quantités de biens, on va dire, électroniques, de mobilier de jardin importés cette année. Donc, deuxième facteur, c'est une reprise économique. Et le troisième facteur qui explique la situation actuelle, c'est, on va dire, des comportements inhabituels sur le marché, avec notamment du cargo de fin d'année, donc du cargo de Black Friday, du cargo de Noël, très très anticipé cette année, qu'on a vu dans les navires dès les mois d'avril et mai, alors que normalement c'est plutôt, on va dire, au mois de juillet, août, quoi. Et donc en fait cette année on a eu une peak season qui a été avancée dans le temps. Et donc ces trois facteurs-là conduisent à une situation, vers la situation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire, je vous le rappelle, mais des capacités qui sont pleines sur 3 à 4 semaines, des taux qui tutoient les $10,000 cet été, des compagnies maritimes qui ont supprimé en masse les conditions contractuelles favorables, donc les NAC, au profit des prix marchés. Donc en gros, les compagnies, elles ont envie de remplir leurs navires avec du taux FAK. Et donc un coût de transport qui a explosé pour les importateurs. Ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, quelles sont les perspectives pour la suite de l'année? Alors, la bonne nouvelle, ou relativement bonne nouvelle, c'est qu'on semble arriver au pic de la hausse, donc au point culminant. On se dit que le point culminant sera probablement atteint cet été. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans la presse spécialisée. On a plusieurs raisons qui nous conduisent à penser ça, plusieurs indices. Premier indice, c'est que si on part du principe que l'état actuel du marché, il est dû en fait à un déplacement, à une anticipation de la peak season, en fait, beaucoup d'acteurs s'attendent à ce que la peak season, entre guillemets, se termine cet été, et donc que les taux finissent par se calmer. Le deuxième indice, c'est l'index SCFI, qui est donc l'indice de référence pour les taux de fret conteneurisés, qui est stable pour la première fois d'une semaine sur l'autre aujourd'hui, et voire même en légère baisse pour ce qui est de la partie Asie-Europe. Et le troisième indice, c'est les taux. Donc les taux Asie-Nord-Europe n'ont augmenté que de 400 à 500 $ entre la première et la deuxième quinzaine de juillet. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. En fait, on était sur des augmentations successives de 1000 $ toutes les 2 semaines depuis le mois d'avril. Là, c'est que 500 $. Donc, c'est une première, on va dire, baisse de la hausse. Je sais pas si ça a du sens.
Et les taux, donc ça c'est pour le Nord-Europe, et pour la Méditerranée, pour la première fois, les taux Méditerranée ont même baissé. Alors on est sur une baisse d'en moyenne $100 entre première et deuxième quinzaine de juillet, mais c'est toujours, c'est la première fois qu'on enregistre une baisse depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on pense qu'on va avoir une accalmie cet été, mais attention, accalmie ne signifie pas non plus baisse des taux et retour des taux au niveau 2023 rapidement. En fait, aujourd'hui, la théorie la plus populaire parmi les experts et chez les compagnies maritimes également, c'est plutôt celle d'une stabilisation des taux jusqu'à la Golden Week. Donc la Golden Week, elle aura lieu en octobre. Puis, soit on irait finalement vers une baisse des taux, soit au contraire, le quatrième trimestre et la période pré-nouvel an chinois, avec la consommation des stocks, pourraient constituer de nouveaux motifs de hausse des taux, donc au quatrième trimestre. Vous l'aurez compris, mais les prévisions, elles sont loin d'être fermes et loin d'être certaines. Il faudrait être très attentif cet été et suivre de près les niveaux de remplissage de navires. Dernier point qui peut être assez important pour votre compréhension du marché. En fait, nous, en tant que transitaires, on s'attend à voir énormément de comportements spéculatifs de la part de transitaires. On sait très bien que les freight forwarders, dès que les taux feront mine de baisser, en tout cas les gros freight forwarders, ils vont tout faire pour récupérer des parts de marché en pariant sur des taux bas, avant même, et donc en vendant le marché, avant même d'avoir reçu la tarification des compagnies maritimes. Ça, c'est un jeu qui est très dangereux, qui s'est avéré payant pour certains à la sortie du Covid, par exemple, quand les taux sont redescendus très très rapidement, et qui s'est avéré pas payant du tout en 2024 à la sortie du Nouvel An chinois. Tout le monde pensait que le marché allait drastiquement baisser et ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, cette information, vous n'avez pas grand-chose à en faire, mais c'est simplement pour vous expliquer que dans le cadre d'un marché qui se stabilise ou d'un marché baissier, il y a parfois d'énormes écarts entre les différents transitaires. En fait, il y en a qui parient et il y en a qui parient pas. Et donc, ça explique aussi les différentes offres que vous pouvez recevoir pendant la période du mois, à partir, je pense, du mois d'août. Voilà pour les perspectives. Passons maintenant à la partie recommandations dans ce marché. Nos recommandations en termes opérationnels, malheureusement, elles n'ont pas vraiment changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-à-dire les capacités sont aujourd'hui toujours pleines, donc continuez d'anticiper vos bookings idéalement 3 à 4 semaines en avance. Respectez vos allocations et respectez aussi vos bundles. Donc vos bundles, ce que j'entends par bundle, c'est la part que vous devez donner en NAC et la part que vous devez donner en FAK. Il faut savoir qu'en ce moment, avec les capacités pleines, les compagnies, elles ne font pas de cadeaux. Donc respectez vos allocations et tout le surplus devra passer en FAK. Et ensuite, il y a toujours beaucoup moins qu'il y a un mois, mais toujours des problèmes de capacité, donc des possibilités de rollover et des problèmes de disponibilité d'équipement. Si vous avez de la marchandise qui vraiment ne peut pas attendre et est très très pressée, dans ce cas-là, envisagez un taux premium, donc un MSC Diamond Tier ou un taux spot, par exemple, pour vous assurer, de pas être rollover et de partir en temps et en heure. Nos recommandations maintenant en termes contractuels, nous, ce qu'on a l'air de voir du marché, c'est que on pourrait avoir des réouvertures de taux contrat, donc de NAC, au quatrième trimestre. Et quand on parle aux compagnies maritimes, c'est un peu ce qu'elles nous disent aussi, c'est-à-dire que ça a l'air de pas être possible pour août, septembre, et ça sera peut-être une nouvelle possibilité au quatrième trimestre. Maintenant, il va falloir voir et anticiper, et si le volume baisse suffisamment en août et en septembre, il faudra pas non plus hésiter à s'engouffrer dans la brèche. Et donc nous, en tant que transitaire, c'est aussi notre responsabilité d'être à l'affût et de prendre la première possibilité qu'on a pour des taux contractuels pour servir nos clients. Voilà pour la partie maritime FCL. Je vais maintenant passer la parole à Amélie qui va vous parler de l'alternative ferroviaire dont j'ai volontairement pas parlé, puisqu'on va avoir toute une partie sur cette alternative-là. Merci Héloïse pour ces informations. L'objectif de mon intervention de mon côté aujourd'hui, c'est de faire un point vraiment sur la solution rail qui relie la Chine à l'Europe. Donc d'abord pour faire un point sur le contexte, comme vous le savez, la plupart des chargeurs européens ont arrêté le rail sur la route de la soie au début de la guerre en Ukraine, étant donné alors un double enjeu à la fois de sécurité pour les marchandises, mais aussi de compliance dans la mesure où la marchandise traversait la Russie. En revanche, depuis 1 an, on observe que le conflit s'installe dans la durée, alors que donc, du coup, les importateurs européens recommencent à utiliser ce service qui, en fait, ne s'était jamais vraiment arrêté dans la mesure où les opérateurs sont des entreprises chinoises. Il est vrai que les marchandises traversent le territoire russe, mais en revanche, elles ne s'y arrêtent pas. Maintenant, les marchandises et identités des importateurs sont donc vérifiées afin de s'assurer que rien ne sort du cadre normatif européen qui a été fixé.
Donc, je vais maintenant parler du prix et de la compétitivité de cette solution. Il est important de comprendre que les compagnies ferroviaires qui transportent la marchandise sont des opérateurs chinois, qui sont donc détenus par des régions chinoises. Ce sont donc des opérateurs publics ou parapublics. Chacune opère une ligne qui est dédiée. Par exemple, il y a la Zhengzhou China Railway qui opère seulement depuis Zhengzhou jusqu'à certaines gares européennes, ce qui veut dire que les opérateurs sont majoritairement financés par des subventions régionales, dont le montant varie en fonction de politiques internes en Chine. Ce mode de fonctionnement, il peut également expliquer la volatilité qui est toute relative des taux en ferroviaire, dans la mesure où une ligne peut soudainement devenir beaucoup plus ou beaucoup moins compétitive qu'une autre en fonction d'une décision politique à l'origine sur laquelle les transitaires ont finalement assez peu de prise. C'est par exemple ce qui est arrivé en février dernier, lorsque la ligne Xi'an-Duisbourg s'est vue perdre drastiquement en compétitivité face à la ligne Zhengzhou-Liège, qui traditionnellement était quand même moins compétitive. Cette volatilité, donc relative comme je disais tout à l'heure, puisque la structure des taux en rail est globalement mensuelle ou bimensuelle, comme dans le marché actuel lorsqu'on est sur un marché qui est très tendu. Actuellement, en revanche, vous pouvez trouver des taux qui sont autour de 12 500 dollars au conteneur, sans hausse drastique à prévoir. Donc des taux assez stables. Au vu de l'écart entre les taux maritimes et les taux rail qui s'estompent, le rail devient une solution opérationnellement intéressante. Regardons maintenant les modalités opérationnelles, parce qu'il faut bien comprendre que les modalités de ce mode de transport, avant de les considérer comme une option qui est adaptée à vos besoins. Donc quelques éléments quand même qui sont à garder en tête. Par exemple, les gares chinoises pour des départs Europe sont au nombre d'une toute petite dizaine et qu'elles sont majoritairement situées dans le centre de la Chine. Donc pour les rejoindre, ça veut dire qu'il faut compter environ 2 à 3 jours de camion depuis le point de loading jusqu'au chargement en gare. Ce qui veut dire aussi que les taux de fret que vous recevez comprennent normalement cette partie pré-acheminement. L'Exwork est donc un incoterm qui est majoritairement privilégié en rail, ce qui veut dire que le taux de pré-acheminement est plutôt sur les épaules de l'importateur que sur les épaules du shipper. Mais le switch entre FOB et Exwork, il se fait très bien parce qu'il est assez structurel dans ce mode de transport. Il y a ensuite, autre élément important, de nombreuses ruptures de charge à prendre en compte à chaque passage de frontière, dans la mesure où il n'y a pas d'harmonie internationale sur la taille des rames. Ces ruptures, elles augmentent le risque opérationnel et peuvent engendrer des retards assez importants, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, autre point à prendre en compte, le rail dessert plusieurs gares en Europe. Donc, toutes les marchandises transitent comme point d'entrée à Mala en Pologne, mais elles desservent ensuite, elles sont réparties vers Budapest, Hambourg, Duisbourg, Liège, Milan en fonction des gares d'arrivée. Et le temps de transit, donc door to port, il varie en fonction des gares d'arrivée, mais il est estimé grosso modo aux environs de 28 jours pour les arrivées en Belgique et Milan, et à 39 jours pour les arrivées, 28 jours pour les arrivées Belgique et Allemagne et 39 pour les arrivées Milan. Donc prenant en compte un peu toutes ces informations, nos recommandations côté Oversea, elles sont assez simples, mais dans la mesure où on opère 3 gares d'arrivée en Europe en raison du positionnement géographique de nos clients, Liège, Duisbourg et Milan, nous on propose le rail comme une alternative intéressante. Si d'abord vous souhaitez une solution moins cher que l'avion. Si ensuite vous souhaitez une solution qui est moins émissive que l'avion, puisque intéressant de savoir que le rail est en moyenne 10 fois moins émissif en CO2 que en avion. Et si vous souhaitez aussi gagner du temps de transit par rapport au maritime, qui est actuellement entre 20 à 30% plus long. En revanche, il faut prendre en compte tous ces éléments-là, mais il faut également rester vigilant sur un certain nombre de critères. Notamment, il n'y a pas de transport en rail sur de la marchandise dangereuse ou de la marchandise 20 pieds. Il fait exclusivement du 40 pieds ou du LCL. Il y a également toute une panoplie de produits qui ne sont pas autorisés au transport en rail étant donné les réglementations européennes actuelles. Et il faut également se montrer assez flexible en termes de transit time, puisque les différentes congestions liées aux ruptures de charge peuvent entraîner des jours de retard assez régulièrement en fait avec le rail. Donc en ce moment par exemple, il y a des congestions qui sont liées aux ruptures de charge au niveau de la frontière kazakh, ce qui peut impacter votre temps de livraison entre 2 à 3 jours. Bref, le rail est une option qui comprend certaines conditions opérationnelles, mais qui vaut vraiment le coup d'être considérée face au temps de transit de vos transports maritimes ou du prix de vos transports aériens. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une option que nous proposons. Voilà, donc on a terminé avec nos différents briefs avec Héloïse, mais on est ravis maintenant de répondre à vos questions si vous en avez.
Euh, Merci beaucoup Amélie. J'ai eu le temps de lire quelques questions pendant que tu parlais, donc je vais prendre les premières. Et alors sans surprise, il y a énormément de questions sur le rail, donc c'est super. Merci vraiment pour toutes vos questions. On voit que le sujet intéresse. Je vais prendre une question sur le maritime de Ikram. Bonjour, avez-vous des informations sur la congestion au port de Singapour? Est-ce que la situation a changé? Alors oui, effectivement, c'est donc en maritime, hein, c'est une très bonne question. Il y avait pas mal de congestion au port de Singapour, donc on a pu atteindre, je pense, une dizaine voire une quinzaine de jours au port de Singapour il y a à peu près un mois. Et les compagnies maritimes, elles ont même pris des mesures pour changer ça. Et notamment, c'est MACGM qui a décidé de ne plus toucher Singapour en direct sur son service, sur ses services FAL 1 et FAL 3, il me semble. Et donc de le toucher en transbordement via la Malaisie, donc via Port Kelang. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que forcément la congestion à Singapour s'est calmée. Donc aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de congestion à Singapour, mais cette congestion, elle s'est reportée sur le port de Transbo qui a été sélectionné, à savoir Port Kelang. Et donc je vois que Louis a mis 6 à 8 jours dans le chat. Moi, j'ai eu 18 jours hier. Bon, on sait jamais exactement c'est très dur de savoir avec précision tant qu'on n'est pas sur le port, mais en tout cas, il nous rapportait une vingtaine de navires qui attendaient à l'entrée de Port Kelang. Donc, pour vous résumer, Singapour va un peu mieux. Par contre, la congestion s'est reportée sur d'autres ports de transbordement en Asie, notamment sur la partie Malaisie. Amélie, je me permets de te poser une question. Ah bah non, vas-y, t'as pris une question sur les douanes, super. Yes, exactement. Donc, alors, question intéressante de Thomas sur les contrôles douanes en Pologne qui se sont allongés. En effet, je vais répondre en même temps à une autre question également sur la perte de conteneurs au Kazakhstan, parce que c'est un peu lié au même type de phénomène. En gros, l'augmentation de volume sur le rail a engendré beaucoup de problèmes opérationnels au niveau des passages de frontières, liés au fait qu'il y avait aussi une faiblesse des capacités des infrastructures en local pour accueillir toute cette demande. Ça s'est manifesté à différents endroits. Ça s'est manifesté donc à la frontière polonaise et à la frontière kazakh. Frontière polonaise, ça s'est manifesté pendant le mois dernier, notamment parce que tout le système de douane est tombé en panne pendant environ un mois, ce qui a fait qu'il y a eu énormément de problèmes au niveau de la délivrance des T1, ce qui a engendré beaucoup de problèmes donc, au niveau des douanes et donc quelques retards, notamment de environ une semaine pour faire passer les conteneurs d'un pays à l'autre. Donc ce qui explique, je pense, Thomas, le sens de votre question. Aujourd'hui, c'est un problème qui est résolu et qui n'engendre plus de problèmes de temps de transit actuellement sur le rail. En revanche, pour ce qui est du Kazakh, donc la question de Andy sur le risque de perte de conteneurs en ferroviaire, alors c'est pas quelque chose dont j'ai énormément entendu parler. En revanche, j'ai entendu dire en effet qu'il y avait des problèmes au niveau de la frontière kazakh, notamment cette frontière-là, puisque il y a une pénurie de disponibilité de wagons au Kazakhstan. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des ruptures de charge entre chaque pays, ce qui veut dire que la marchandise en fait est enlevée d'un train pour monter sur un deuxième train qui est compatible avec les tailles de rail. Et donc, il n'y a plus assez de wagons en ce moment au Kazakhstan pour pouvoir accueillir l'afflux de cette marchandise, ce qui explique qu'il peut y avoir beaucoup de retard, parfois au Kazakhstan, et de façon assez variable. Parfois, les conteneurs passent très bien et il n'y a vraiment aucun retard à noter. Et parfois, le conteneur peut attendre 2, 3, voire 3 semaines. Ça nous est arrivé une seule fois. Donc, le risque est minime, mais le risque peut arriver. Et donc, je pense que c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler au niveau du Kazakhstan. Voilà pour ces deux questions. Je peux enchaîner ensuite avec une autre question rail, sauf si Héloïse, tu avais une question qui t'intéressait au niveau de l'océan. Vas-y, je te laisse enchaîner. Ok, alors autre question très intéressante de Stéphane sur le rail depuis les pays limitrophes, donc Vietnam et Thaïlande. Alors c'est actuellement quelque chose qui existe au sens où il y a des voies ferroviaires depuis le Vietnam et la Thaïlande, donc qui relient la Chine et qui permettent d'acheminer des marchandises jusqu'aux gares centrales en Chine pour ensuite les emmener en Europe. En revanche, c'est des solutions ferroviaires qui sont pas très opérationnellement, on va dire, optimales, au sens où c'est des voies qui sont généralement assez anciennes, qui ne sont pas très bien maintenues. Il peut y avoir pas mal de problèmes opérationnels et donc ces pays privilégient plus, on va dire, le truck pour ensuite acheminer la marchandise au niveau des gares en Chine. Et c'est vrai que c'est des solutions que nous, on a étudiées à un moment donné, mais qui semblaient finalement assez cher et pas forcément intéressante puisque ça le temps de truck rallongeait beaucoup le temps de transit, ce qui rendait la solution beaucoup moins intéressante en comparaison avec l'océan. En revanche, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut continuer à veiller puisqu'il y a beaucoup d'investissements chinois en ce moment, comme vous le savez certainement, dans tous les pays limitrophes autour de la Chine et notamment sur les nouvelles infrastructures ferroviaires au Vietnam et pas forcément en Thaïlande, mais surtout au Laos pour connecter justement la Chine avec le golfe de Thaïlande. Et donc ça va nécessairement aussi, on va dire, permettre à de nouvelles solutions opérationnelles d'arriver, permettre à plus de volume d'être accueillis par ces pays-là et donc, in fine, de peut-être diminuer les prix et donc de rendre cette solution à nouveau intéressante.
Je vais peut-être prendre la question de Justine qui a été beaucoup votée. Donc sur la partie maritime FCL, quelle est la situation actuelle sur le passage par la mer Rouge, les attaques? Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire un bilan un peu plus complet pour ce qui est des attaques des Houthis. Elles continuent toujours. Je crois que le dernier navire qui a été attaqué, c'était lundi dernier, un Maersk de 6000 TEUs. Il faut savoir que les Houthis, ils revendiquent beaucoup d'attaques qui sont pas toutes confirmées. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on lit parfois dans la presse. Mais en tout cas, il y a certaines attaques qui sont confirmées. Et donc pour l'instant, les compagnies maritimes passent toujours dès qu'elles le peuvent, en énorme majorité par le Cap de Bonne-Espérance. Ça fait à peu près un mois qu'on entend des rumeurs d'un cessez-le-feu dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Si jamais les négociations sur un cessez-le-feu arrivent au bout, il y aura certainement un changement de situation en mer Rouge. Faudra voir. Tout ça est très spéculatif. Pour le moment, en tout cas, les attaques continuent et la route via le sud, le Cap de Bonne-Espérance reste la norme. Alors, je vais répondre à un ensemble de questions également concernant plusieurs questions sur le dangereux, les HS codes sur surveillance, etc. en rail, donc de Boris notamment et de Loris. Alors, qu'est-ce qui est dangereux en rail? Ça va être, en fait, ça va suivre les mêmes nomenclatures que pour les transports, on va dire, maritimes. Donc, ce qui va être dangereux, ça va être par exemple les batteries au lithium, ce genre de choses. Donc, ce qui rejoint une autre question sur le lithium et le cobalt, c'est des choses qui ne peuvent pas être transportées en rail si elles sont attitrées comme dangereuses, qu'il y a une MSDS, etc. C'est trop de risques opérationnels avec toutes les ruptures de charge. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas accueillies par les compagnies ferroviaires. En revanche, pour la vérification des HS codes, qui est liée plutôt à des enjeux compliance, donc le risque, non, ce n'est pas un mythe, c'est bien une réalité, au sens où il y a des contrôles qui sont faits et en fait les douanes ne sont pas validées si les HS codes rentrent dans la catégorie de biens sous sanction. Et donc nous, c'est quelque chose que, par exemple, notre équipe juridique a mis en place pour fournir un système de compliance qui nous permette de vérifier non seulement HS code, mais également identité du shipper, identité du compte SANI, pour s'assurer que ce sont des données qui sont aux normes des réglementations. Et ça, ce sont des choses qui sont également vérifiées par les compagnies chinoises au départ des trains. Donc non, pas du tout mythe, mais bien réalité. Et je pense que il y a un vrai risque à ne pas se soumettre à ce genre de réglementation. Voilà pour cette question. Je peux enchaîner ensuite sur la question de Andy sur combien de temps il faut pour avoir un booking en ferroviaire vs en maritime. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'espace en ferroviaire, donc il faut environ 1 ou 2 jours pour avoir un booking, ce qui veut dire que c'est assez rapide. À ça, je me permettrais d'ajouter qu'il y a un autre service qui existe en rail sur lequel il y a un peu plus de problèmes d'espace parce qu'il est assez demandé actuellement. C'est le service express Xi'an-Duisbourg, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un service qui va en fait beaucoup plus vite sur les longues distances et donc qui permet d'avoir un temps de transit aux environs de 16 jours seulement depuis Xi'an jusqu'à Duisbourg. Il n'est pas disponible sur d'autres lignes. Et ce service-là, il est très demandé, notamment avec les JO actuellement, ce qui veut dire qu'il faut environ 10 jours pour avoir un booking sur ce service-là. En revanche, c'est un service qui est plus cher. Je parlais des taux qui sont actuellement autour de $12,000. Pour le service Xi'an, ça va plus aller toucher sur les 13 500. Donc voilà, c'est un effort aussi financier à fournir pour y avoir accès. Et pour répondre également à une autre question sur la stabilité des taux, les taux en rail actuellement sont assez stables et il n'y a pas de hausse drastique à prévoir. Alors, j'ai vu une question de Emery sur la situation via le Cap de Bonne-Espérance. Il semble que des mauvaises conditions climatiques complexifient les opérations. À quoi devons-nous nous attendre? Oui, effectivement. Alors, vous l'avez peut-être lu dans la presse. Depuis lundi, on a des très très mauvaises conditions climatiques sur le Cap de Bonne-Espérance avec des cyclones qui empêchent, je crois, pour le moment, tout passage. En tout cas, les informations que j'avais hier, je sais pas si ça a été mis à jour ce matin, mais en tout cas, depuis lundi, il n'y avait plus de mouvement via le Cap de Bonne-Espérance. À quoi devons-nous nous attendre? Je suis vraiment désolée, je ne serai pas du tout en mesure de vous donner le bulletin météo du Cap de Bonne-Espérance. En tout cas, pour le moment, les navires attendent. Donc, on observe, si vous regardez le site Marine Traffic, par exemple, vous observez des navires qui attendent d'un côté comme de l'autre du Cap de Bonne-Espérance. Si je devais me prononcer, je pense pas que ces navires-là vont finalement faire demi-tour pour passer via la mer Rouge. Ça m'étonnerait. Donc, je pense simplement que ces navires vont attendre que les conditions en mer se stabilisent, sachant que c'est la saison en Afrique du Sud, de ce que je disais. Donc c'est possible que des conditions, on va dire, climatiques difficiles se maintiennent pendant un moment ou du moins reviennent, par exemple, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais voilà, je pense que les navires vont finalement attendre que ça passe et attendre de pouvoir contourner le cap.
Alors, question de Flavie également sur le rail. Est-il possible de suivre les conteneurs? Alors, il existe également, en effet, des sites qui vous permettent de suivre le conteneur avec un système de tracking qui vous est mis à disposition par vos agents, par vos freight forwarders. Je pense que je me permets d'émettre un doute là-dessus, mais il me semble que ça dépend également des lignes qui sont opérées et qu'il y a des lignes sur lesquelles le tracking est plus disponible que d'autres. En revanche, il y a toujours une solution qui est possible, qui est de mettre un GPS à l'intérieur de votre conteneur, si c'est votre souhait. Le coût est assez minime, hein, c'est moins de $50, il me semble. Et donc voilà. Donc ça, c'est une possibilité si jamais vous voulez vous assurer du suivi de votre conteneur, en plus du tracking mis à disposition par les sites ou par les agences. Je vais prendre une autre question sur le rail également. Alternative route ou combine rail route pour le dangereux, le contournement des HS code. Je pense que nous, c'est quelque chose qu'on ne propose pas, typiquement le route depuis la Chine, parce que c'est très très long, ça coûte très très cher, et du coup, c'est pas forcément une alternative intéressante comparée au full maritime. Et puis ça continue à passer par des pays sur lesquels il y a aussi en fait, le trajet ne change pas, quoi. Donc il y a forcément aussi des enjeux compliance. Donc ça ne serait pas forcément les contourner que d'envisager ce mode de transport. Voilà. Et concernant également le trajet, donc question sur la Pologne, il y a également, en fait, la plupart toutes les gares d'arrivée, tous les trajets depuis la Chine jusqu'en Europe passent par la gare de Malazawicz en Pologne. Mala, c'est comme ça qu'elle s'appelle pour les freight forwarders. Et donc cette gare, elle est très facilement atteignable depuis la Chine. C'est un temps de transit qui est aux environs de 15 jours, puisque c'est la première à être desservie. Et donc c'est très facile en effet de faire du rail depuis la Chine jusqu'en Pologne. Tout à fait. C'est même assez recommandé en termes de compétitivité. Alors, je vais te prendre une question que j'ai vue sur le FCL, je pense, une question de Justine sur le FCL sur l'Inde. Le temps d'obtention du booking en Inde est-il aussi long qu'en Chine? Pour vous résumer un petit peu la situation à l'import Inde, c'est grosso modo la même situation qu'à l'import Chine, c'est-à-dire que les capacités sont très très pleines. Il y a eu des grosses applications de PSS ces dernières semaines, on va dire ces derniers mois, et donc le temps d'obtention d'un booking, alors obtenir un booking, si vous voulez, c'est pas le plus compliqué, mais parfois ça peut être un booking pour dans 2 semaines ou dans 3 semaines, et donc ça sera la même situation en Inde qu'en Chine. Après, ça dépend des cas particuliers. Il est toujours possible d'obtenir un booking pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Il faudra juste, on va dire, y mettre le prix et opter pour un taux premium. Et il faut aussi savoir que de manière générale, c'est très régulièrement comme ça sur le marché, les taux Inde sont beaucoup moins chers que les taux Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un taux Inde, ça va être à peu près 60%, on va dire, c'est ce qu'on observe, alors plus ou moins 10%, mais voilà, c'est à peu près 60% du taux Chine, et ça c'est régulier sur le marché. Donc voilà, mais il y a eu des mêmes augmentations sur l'Inde que sur la Chine. Donc je vais répondre à une question que j'ai vue tout au début, qui était concernant le corridor Turquie. Alors c'est un corridor qui existe en effet, sur lequel il y a beaucoup de financement pour trouver justement une alternative à un corridor qui passe exclusivement par la Russie, donc pour diminuer aussi la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la route de la soie. C'est un corridor également qui passe pas très loin de l'Inde, donc l'Inde est aussi très intéressée par le développement de ce corridor. En revanche, c'est un corridor sur lequel nous, actuellement, on ne propose pas de solution opérationnelle, après l'avoir étudié pour 2 raisons. En termes de temps de transit, déjà, parce que c'est un temps de transit qui avoisine les 55-57 jours, donc très très long, et pas du tout intéressant pour des personnes qui considèrent également le maritime, et qui engendre également beaucoup de potentiels problèmes opérationnels, dans la mesure où on a ce même enjeu de rupture de charge qui est multiplié parce qu'il y a encore plus de pays sur la carte de ce corridor-là, et en termes de prix également, puisque compétitivement, ce n'est pas forcément très intéressant. C'est beaucoup plus cher, c'est 30% plus cher environ que la solution via la Russie actuellement. Donc nous, c'est une solution qu'on ne recommande pas forcément, et si le corridor en fait de la route de la soie ne vous convient pas, on vous conseille quand même plus de rester sur des solutions maritimes.
Autre question également sur les types de HS code qui sont regardés ou qui sont pris en compte par les sanctions européennes. Alors j'ai pas toute la liste en tête, elle est vraiment disponible sur internet au plus grand public et très très facile de trouver. Donc en tapant sur vos barres de recherche bien sanctions Russie, vous trouverez absolument tout. Import-export, les biens sont pas tout à fait les mêmes, donc il y a une petite attention à prêter là-dessus. Grosso modo, c'est tous les biens qui vont être affiliés à l'économie de guerre, hein, donc tout ce qui est armes, etc., qui bien sûr va être en liste rouge. Tout ce qui est marchandises aussi liées à l'import-export de ressources énergétiques. Et il va y avoir des choses un peu plus, on va dire, normales, comme le lait, par exemple, qui est sous sanction. Donc, j'ai pas toutes les listes en tête, elle est assez importante. Nous, on n'a pas eu pour l'instant des clients qui avaient des biens qui étaient transportés, qui étaient sous sanction, mais je vous enjoins à regarder directement sur Internet. Peut-être Amélie, une dernière question de Nicolas qui nous demande quels sont les pays traversés par le rail. Est-ce que tu pourrais les rappeler comme ça, par la route normale, hein, pas par la route du Sud? Oui, bien sûr. Alors, en passant par le rail, on va avoir donc la Chine, hein, qui est d'abord le premier pays qui est traversé. On va avoir ensuite le Kazakhstan, qui va être le deuxième pays traversé, qui est vraiment traversé de façon très horizontale, donc assez long. On va ensuite avoir la Russie qui va arriver, et ensuite la Pologne. Et après, ça va en fait, il y a beaucoup de différents segments qui vont se dessiner en fonction des gares d'arrivée. Et donc là, soit ça va aller plutôt vers l'Europe de l'Est, Budapest, etc. Soit ça va continuer directement vers l'Allemagne avant de continuer sur l'Europe du Sud. Nous, c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes qui sont disponibles sur Internet, donc c'est pas forcément hyper facile de se repérer. Mais je vous enjoins à vous rapprocher de votre responsable commercial chez Overseas si vous en avez un, parce qu'on a une présentation faite sur le rail qui est également pas trop mal faite, avec une carte assez claire. Super, ce qui permet aussi de répondre à la question de Andy qui nous demande s'il existe une carte représentant les lignes majeures Chine-France en ferroviaire. Oui, donc nous on en a et je vous invite à vous rapprocher de votre commercial chez Overseas qui pourra vous diffuser cette carte-là qui sera la dernière à jour, je pense. Voilà, je vois qu'on a dépassé d'une petite minute, donc on va mettre fin à ce webinaire maintenant. Merci en tout cas vraiment beaucoup pour vos questions et pour votre engouement. Super contente qu'on ait eu plein de questions sur le rail. Ça veut dire que c'est un mode de transport qui à minima vous intéresse. Donc vraiment, nous chez Overseas, c'est un mode de transport qu'on utilise depuis très longtemps. On a fait une petite pause une petite pause. Bon, on a arrêté d'opérer en ferroviaire au moment du conflit russo-ukrainien. Mais c'est un mode de transport, c'est un mode de transport qui, notamment au moment du Covid, nous a vraiment beaucoup aidé. Et comme on dit aujourd'hui, un mini épisode Covid en maritime, c'est vraiment un mode de transport qu'on essaie de pousser à nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, vous avez nos adresses mail ici ou à contacter votre responsable commercial chez Overseas pour en apprendre plus. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour toutes vos questions. Je pense qu'on aura une petite pause des webinaires cet été. À mon avis, il y aura pas de rendez-vous en août, mais je vous propose qu'on se retrouve à la rentrée en septembre pour un update du marché. Et je vous souhaite de très bonnes vacances si vous en prenez. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.